Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h20, on est ensemble pour Europe Midi. J'attends vos appels au 3921. On sera dans un instant avec Farah qui nous appelle du Pays Basque. Est-ce que vous pensez que les jeux sont faits pour la présidentielle? On en parle avec vous au 3921 et avec Xavier Iacovelli, sénateur LREM, délégué général de Territoire de Progrès, et avec Gerbert Rambaud, vice-président de Debout la France. Depuis plusieurs semaines, seuls 2 noms sortent des sondages. Il y a 12 candidats, mais on a l'impression qu'il y a que Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En tout cas, ce sont eux qui arrivent en tête de tous les sondages. D'où cette question, est-ce que c'est gagné d'avance? C'est gagné d'avance pour Emmanuel Macron, Xavier Iacovelli, vous qui le défendez? Alors, j'aimerais bien que ce soit le cas. Je ne vais pas vous dire le contraire. Bien sûr qu'on est plutôt satisfait des sondages, mais encore une fois, ce n'est pas les sondages qui font le vote, c'est les Français qui votent. Et donc, je pense qu'il faut, en toute humilité... C'est pas une posture, ça, de dire non, surtout pas, parce qu'en fait, ça va démotiver nos électeurs. Mais non, parce que sincèrement, je pense qu'il y a un vrai risque de démotiver, effectivement, de faire en sorte que nos électeurs disent écoutez, puisque c'est déjà fait, ça ne sert à rien d'aller voter. Donc on va partir à la campagne, on va aller voir un match de rugby, enfin voilà. Et donc en l'occurrence, on ne va pas voter. Et donc c'est le vrai risque aujourd'hui pour notre démocratie. Et donc sincèrement, je pense qu'il faut dire que le vote, c'est un dimanche, c'est le dimanche 10 avril, et ça ne se jouera que sur ce dimanche 10 avril, et c'est pas les sondages qui feront le vote. Moi je pense qu'il faut faire très attention aux sondages, même si ça fait plaisir aux militants que nous sommes de voir effectivement notre candidat en tête dans les sondages, dans les intentions de vote. Ça reste que des intentions de vote, c'est juste une photographie à l'instant T, et ça ne fait pas le vote in fine. Gerbert Rambaud. Alors moi, je suis assez surpris d'entendre En Marche expliquer cela, parce qu'effectivement, ça fait depuis 6 mois, en gros, que En Marche fait tout pour que cette campagne n'ait pas lieu. C'est-à-dire, on se retrouve avec une campagne qui n'a pas lieu, avec un candidat qui n'est pas candidat, et qui, juste 23 jours ou 24 jours avant, effectivement, le premier tour, donne son programme. Donc, qui empêche, effectivement, tout débat et tout son bilan. Donc, c'est un petit peu trop fort de venir dire maintenant, c'est quand même pas normal qu'il n'y ait pas forte mobilisation. Sachez que pratiquement un tiers actuellement des électeurs pensent ne pas venir voter. Un tiers, c'est énorme. Ça veut dire que par rapport à une élection traditionnelle, l'élection traditionnelle, c'est 15% d'abstention à peu près. Donc on a 15% de personnes en plus cette fois-ci qui ne veulent pas aller voter. 15%, ça peut tout chambouler. C'est 15% d'électeurs s'ils se mobilisent. Et c'est pour ça que c'est très important que les gens viennent se mobiliser. 15%, ça remet en jeu complètement les règles du système. Mais excusez-moi, monsieur le vice-président, mais pour le coup, il y a 12 candidats dans une élection présidentielle. Enfin, en tout cas, dans cette élection présidentielle, il y a 12 candidats. Et donc, si les 11 autres candidats ne sont pas capables de mobiliser plus les Français, pourquoi est-ce que ça serait uniquement Emmanuel Macron qui serait responsable de cette abstention? Pardonnez-moi, mais si vous êtes en incapacité, alors que vous êtes en campagne depuis plus d'1 an, et notamment à Debout la France, mais comme d'ailleurs la plupart des candidats à l'élection présidentielle, et c'est très bien comme ça, mais si vous n'êtes pas capable de mobiliser et vos troupes, et votre électorat, et les Français, ne reprochez pas au président de la République d'avoir été président jusqu'au bout, et de l'être encore jusqu'au bout, de faire en sorte d'honorer le mandat que les Français lui ont donné en 2017, et de faire en sorte effectivement de proposer un programme au moment voulu, un programme qui a été travaillé avec les Français, notamment sur les différents débats que nous avons menés. Et nous avons défendu le bilan depuis le mois de septembre. Depuis le septembre, nous sommes sur le terrain à défendre le bilan. Moi, je suis sur les plateaux toutes les semaines à défendre le bilan. Donc peut-être que vous n'avez pas de bilan, effectivement, chez Dupont-Aignan, parce que c'est normal, vous n'êtes pas aux responsabilités, mais ne reprochez pas à la majorité présidentielle de défendre avec fierté ce bilan et d'avoir des propositions en temps et en heure pour les Français. On va écouter Farah qui nous appelle du Pays Basque. Bonjour Farah. Bonjour à tous. Vous nous appelez d'où du Pays Basque? Je suis à Saint-Jean-de-Luz, exactement. Ah, Saint-Jean-de-Luz, d'accord, très bien, formidable, c'est magnifique. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Juste avant, en fait, premièrement, pour moi, le responsable de l'abstention, c'est pas un parti ou un autre, c'est que les gens ne s'identifient plus aux personnalités politiques. Ça fait plusieurs élections que les gens ne votent plus pour, mais contre. Donc quand je vous entends, messieurs, vous renvoyer la balle sur qui est responsable de quoi à quel moment, malheureusement, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est que les gens se sont désintéressés de la politique et que les personnalités politiques qu'on nous propose aujourd'hui, moi, je vous le dis, je suis quelqu'un qui a toujours voté. C'est la première fois de ma vie où je me suis posé la question de savoir si je vais aller voter. J'irai voter, je ne sais pas pour qui je vais voter. Vous ne savez pas encore. Là, à 3 semaines, vous ne savez pas encore. Je ne sais pas parce que cette campagne présidentielle est très particulière, parce qu'on a une campagne qui est plus axée sur une campagne d'égo et de communication que sur une campagne de fond et de programme. On a eu tout un début de campagne présidentielle qui était axé sur l'immigration en France, comme si c'était le seul sujet qui était important dans le débat et dans le paysage aujourd'hui. Je pense qu'elle n'est absolument pas jouée parce que
Moi, je vous dis, je ne sais pas pour qui je vais voter. Mais Jean-Luc Mélenchon est en train de faire une petite remontada, même si c'est arrivé en 2012 dans les sondages. Il avait déjà été coté à la 3e place en 2012, etc. Et vous ne savez pas vraiment pour qui vous allez voter, mais vous penchez plutôt de quel côté? Plutôt droite, gauche, Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à ce qu'on me propose et qui m'identifie aux propositions. D'accord. La plupart des gens ne vont même pas aller lire les programmes. Ça aussi, il faut quand même le rappeler. La plupart des gens ne lisent pas les programmes. La plupart des gens s'identifient à une personnalité politique. Mes opinions, généralement, penchent plus à gauche, même si je trouve qu'il y a des très bonnes choses à droite. Donc, je vous dis, je n'arrive vraiment pas à me positionner. Maintenant, dans le paysage actuel, mettez-vous aussi dans l'idée que les Français n'arrivent plus à s'identifier aux personnalités politiques qu'on nous propose, que les gens, entre les gilets jaunes, la crise du Covid, la guerre qui arrive, il y a quand même une espèce d'angoisse permanente chez les Français et on est en permanence sur le fil. Et en fait, au lieu, je pense que le travail des politiques, c'est de rassurer et de montrer qu'on a envie d'un vrai projet pour la France. On n'est pas du tout dans ce truc-là. On est dans une espèce de campagne d'égo où tout le monde veut grappiller des points à tout le monde, où on est en train de se renvoyer la balle en permanence. C'est pas ce que les Français attendent. Ils veulent des vrais programmes. Ils veulent effectivement les Français veulent des vrais programmes et on y arrive. Il n'y a pas de campagne. C'est un peu ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire que cette Farah nous dit en réalité il n'y a pas de programme. Je ne sais pas bien pour qui voter. On va en parler juste après le rappel des titres. Un petit peu de pub. Il est 12h27. Ensuite le rappel des titres. On se retrouve juste après tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Émilie Dès dans quelques instants et on continue à débattre avec vous au 39-21 et avec Xavier Iacovelli, sénateur LREM, délégué général de Territoire de Progrès et avec Gerbert Rambaud, vice-président de Debout la France. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h30 pile, bienvenue à tous, bienvenue dans Europe Midi. Vous avez la parole tous les jours en appelant le 39-21 ou en allant sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe Midi. 12h30, l'heure du rappel des titres. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Émilie Dez. Un couvre-feu sera de nouveau instauré à Kiev dès ce soir et jusqu'à mercredi matin. La nuit dernière, un bombardement a fait au moins 8 morts dans un centre commercial. Une frappe d'une grande puissance qui a laissé un cratère béant sur le parking. À Mariupol, au sud, le gouvernement ukrainien a rejeté l'ultimatum de la Russie qui exigeait une capitulation de cette ville assiégée. Ce qui se passe à Mariupol est un crime de guerre majeur, dénonce le chef de la diplomatie européenne. Une femme toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-rugbyman Martin Aramburu. Elle aurait été au volant de la voiture d'où sont partis les tirs mortels. 2 autres suspects, les tireurs présumés, sont toujours activement recherchés. La grogne des routiers contre la flambée du prix des carburants. Plusieurs barrages filtrants ont été mis en place ce matin en Normandie et en Bretagne. Près de 200 poids lourds sont bloqués dans la Manche par des transporteurs indépendants. L'épidémie de Covid n'est pas finie. Les cas ont augmenté de 30% en moyenne sur une semaine. Mais pour Olivier Véran, il n'y a pas lieu de remettre en place des mesures de freinage. Et puis, Xi Jinping sous le choc après le crash d'un avion de la compagnie China Eastern Airlines. 132 personnes étaient à bord. Merci beaucoup, Émilie. On vous retrouve dans une demi-heure à 13h pour un nouveau point sur l'actualité. Europe Midi. Romain Desarbres. 12h31, on débat dans Europe Midi, vous le savez, tous les jours. On parle aujourd'hui de la campagne présidentielle. Est-ce que l'élection est jouée d'avance? Quand on regarde les sondages, on en a vraiment l'impression. Mais c'est peut-être pas le cas. On en parle avec vous au 39-21 et avec Xavier Iacovelli, sénateur LREM, et Gerbert Rambaud de Debout la France. On sera dans un instant avec Olivier, cadre financier qui nous appelle de Saint-Quentin en Yvelines, dans les Yvelines, comme son nom l'indique, c'est à l'ouest de Paris. On était juste avant la publicité, le rappel des titres avec Farah. Elle disait en fait, je ne sais pas pour qui voter, il n'y a pas de programme, c'est que de la com. Qu'est-ce que vous lui répondez, Gerbert Rambaud? Alors je comprends effectivement, je comprends son questionnement parce qu'effectivement, on a depuis 15 ans quasiment pas écouté les Français quand ils ont voté. Je reviens toujours au référendum de 2005 où les Français effectivement ont voté contre cette construction européenne à 54,5% et finalement tout le monde s'est assis sur ce programme, sauf Nicolas Dupont-Aignan qui justement lui s'est soulevé à ce moment-là, si vous voulez, s'est levé. À partir du moment où on ne tient pas compte de l'avis des Français, il y a un vrai problème. Et c'est pour ça que dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan, nous avons le RIC
qui est un référendum d'initiative populaire pour permettre à 500 000... C'est né des gilets jaunes, le RIC, hein. Oui, mais il faut écouter, si vous voulez, aussi les personnes qui réagissent comme ça. Le RIC, ça permettrait à 500 000 citoyens d'obtenir un référendum sur différents sujets. Et là, je pense que Farah aurait envie de voter si effectivement elle a signé pour un RIC. Voilà, je pense que c'est ça le vrai sujet. Xavier Iacovelli, pardon. Il faut plus de démocratie, j'allais dire connectée, démocratie directe, où le système fonctionne bien. Non, on peut pas se satisfaire d'un système qui provoque et qui produit autant d'abstention. Donc il y a une responsabilité effectivement du personnel politique. On ne sait pas s'il y aura de l'abstention là. Non, mais je parle des autres élections. Il y a eu d'autres élections où il y a eu et donc on a eu un certain nombre de débats, de discussions. Moi, j'ai même fait des propositions de loi sur le vote par correspondance pour augmenter le vote par correspondance, pour faire aussi d'avoir par exemple 3 jours de vote en gardant le rituel républicain du vote du dimanche. Enfin du résultat du dimanche, pardon, mais de pouvoir voter vendredi, samedi, dimanche, pour permettre en fait... Ça se fait dans d'autres pays. Ça se fait dans d'autres pays, et ça ne pose aucun problème démocratique. Donc je pense qu'il y a des solutions effectivement institutionnelles à mettre en place. Après, je pense effectivement que c'est au personnel politique aussi d'essayer de convaincre, et de convaincre par leur programme, par leur attitude, pour éviter un certain nombre de postures pour inciter les gens à aller voter. Ouais. Et puis après, changer les méthodes, je suis pas sûr que effectivement le RIC soit une solution, mais pourquoi pas ? Je pense qu'il faut en débattre. Le président de la République, dans son discours de candidature, a aussi fait un mea culpa sur sa façon, sur la méthode qu'il avait employée en début du quinquennat, et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi je souhaite maintenant repartir du terrain, pas seulement avec les corps intermédiaires, avec les représentants. Il a dit ça descendait un peu d'en haut. Voilà. Et maintenant il souhaite effectivement, pour par exemple une réforme sur l'école, il estime que ça doit se faire à l'échelle d'une ville, avec le maire, avec les directeurs d'école, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, avec les élèves eux-mêmes. Voilà, c'est cette nouvelle méthode qu'il faut mettre en place, cette coparticipation, cette co-construction en fait du débat public et des politiques publiques. Et je pense que ça, on arrive à le faire. Le président décide plus, quoi. Non, il y a toujours un arbitrage, et c'est normal. Il y a la représentation politique, il faut qu'elle arbitre in fine. Mais on le fait à l'échelle de nos communes. À l'échelle de nos communes, on fait de la co-construction avec les citoyens. Et donc on peut très bien le multiplier à l'échelle nationale. C'est en tout cas la volonté du président de la République. Olivier nous appelle de Saint-Quentin en Yvelines, 46 ans, cadre financier. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Alors qu'est-ce que vous en dites ? Elle est déjà jouée cette élection ou pas pour vous ? C'est ce que certains voudraient nous faire croire. D'abord, je vous remercie de me donner la parole. Tous les jours, vous avez la parole sur Europe 1. Et faire un constat qui est terrible, c'est que les Français qui ne voulaient pas d'un duel Macron-Le Pen s'apprêtent, si les sondages disent vrai, à les remettre face à face pour le deuxième tour de la présidentielle. C'est incohérent et c'est limite décevant, parce qu'on a l'impression que rien n'a changé depuis 2017. Le président Macron est le grand favori de cette élection, donc il sera forcément au deuxième tour. Pour la deuxième place, je pense que c'est plus ouvert. Vraiment, tout est possible, parce que la grande inconnue pour moi, c'est le score que fera Éric Zemmour et l'impact que cela aura sur le score de Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen peut mécaniquement baisser si Éric Zemmour est plus fort, ou si d'autres candidats qui sont plutôt à droite sont plus forts que ce qui est annoncé. Donc au fond, j'ai l'intuition que Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse, que je soutiens pour être totalement transparent avec vous, peuvent accéder au deuxième tour, mais les conséquences ne seront pas les mêmes si c'est Mme Le Pen ou si c'est Valérie Pécresse. C'est peut-être aussi ça que les Français aujourd'hui sont en train de réaliser. Et moi, j'ai le sentiment que... Et puis vraiment, j'ai la volonté en tant que citoyen de me dire qu'Emmanuel Macron ne peut pas gagner par défaut. Donc il reste 3 semaines pour convaincre les Français. C'est-à-dire que... excusez-moi, mais tous les sondages le disent, au deuxième tour, il est le grand gagnant. Oui. Bon. Alors moi, je préférerais qu'il y ait un vrai débat, je dirais, sur les sujets qui intéressent les Français. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Et c'est un peu le scénario catastrophe que je vois arriver. C'est une démobilisation importante des citoyens, parce que pour eux, c'est plié, c'est circulé, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de débat. C'est de la faute d'Emmanuel Macron s'il n'y a pas de débat, ou c'est de la faute des candidats ? Il y a 11 autres candidats. Mais les candidats veulent débattre. Si je prends par exemple la candidate que je soutiens, elle s'est frottée à Éric Zemmour, elle va débattre encore, je crois, cette semaine. Mais si je prends les autres candidats, il faut être honnête, tous les autres candidats veulent débattre. Il y en a que 2 qui veulent pas aujourd'hui. Comme par hasard, ce sont les 2 premiers. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me fait peur au final,
c'est que on se retrouve avec une campagne qui n'en est pas une abstention forte qui va bénéficier, alors là pour le coup je ne sais pas à qui, mais qui va creuser un fossé vachement important entre le peuple d'un côté et ses élus. Donc pour moi il n'y a rien de positif pour la suite. Alors il faut que les Français aussi se saisissent un peu de cette élection, excusez-moi le ton un peu colérique, mais c'est vrai qu'on les voit souvent dans la rue. Vous dites que les voir dans les urnes. Les Français doivent se secouer un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours réclamer et pas les voter. Mais oui, mais complètement. D'abord, rien n'est joué parce qu'ils n'ont pas encore voté. Donc il y a une offre politique, on est d'accord, on n'est pas d'accord, qui permet de se positionner. Il existe le vote blanc, donc il faut qu'ils votent et qu'ils expriment ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent plus pour leur pays. Et puis il y a 12 candidats. Sur 12 candidats, on peut quand même, ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. On peut quand même trouver ce qui correspond. Hein. On n'est pas, c'est pas un pays où, aux États-Unis, il y a 2 candidats. Hein. Aux États-Unis, à la présidentielle, il y a 2 candidats, un démocrate, un républicain. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'insiste bien. Les jeux ne sont pas encore faits. Les jeux ne sont pas encore faits, on a compris. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé au 39 21. Voilà, Olivier de Saint-Quentin en Yvelines. 12h39. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que nous a dit Olivier, qui vote pas pour Emmanuel Macron, il vote pour Valérie Pécresse. Mais il dit les jeux sont pas faits du tout. On passe à côté de certains thèmes. On va parler de la sécurité dans un instant. Moi, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Je pense que les jeux ne sont pas faits, notamment parce que c'est la question de l'abstention qui peut jouer énormément. Et donc, on a tout intérêt, le personnel politique a tout intérêt à mobiliser ses électeurs et faire en sorte de convaincre les gens. Mais c'est vrai que quand j'entends Olivier, il s'appelait, qui disait qu'il regrettait de ne pas avoir de débat, mais quand on voit le débat qu'il y a eu avec Valérie Pécresse et Éric Zemmour, effectivement, on comprend que un certain nombre de candidats ne veulent pas redescendre à ce niveau-là de débat qui était plus une foire d'empoigne plutôt qu'un débat politique. Je pense qu'effectivement, il y a une nécessité d'apaiser aussi cette campagne, de faire des propositions. Il y a des formats de débat où les candidats individuellement viennent présenter leurs propositions, et je pense que c'est ça qui va dans le bon sens. C'est le projet avant tout, et pas les postures ou les différentes foires d'empoigne qu'on peut voir dans certains débats. Gerbert Rambaud, quand on dit il n'y a pas de débat, Olivier disait on passe à côté des sujets, je répète, dans un instant on va parler des questions de sécurité. C'est vrai qu'on en parle assez peu en ce moment, mais bon, est-ce que c'est pas la faute aussi des candidats de ne pas avoir réussi à mettre en avant certains thèmes? Attendez, il faut quand même voir une chose. Vous avez accès aux médias, vous avez accès aux journaux, à la télé, à la radio. Pas toujours au même pourcentage les uns les autres. Bon, donc si vous voulez, Nicolas Dupont-Aignan, lui, a toujours voulu qu'on débatte sur le bilan d'Emmanuel Macron. Or, le débat sur le bilan d'Emmanuel Macron n'a jamais eu lieu. Or, c'est là le point essentiel. Quand vous avez un président qui se représente, vous devez avoir effectivement ce bilan. Et vous avez un Emmanuel Macron qu'un de ses grands amis vient de qualifier du maître des illusions, dans un livre qui vient de sortir. Ce maître des illusions a choisi, lui, comment devait se faire cette présidentielle. C'est-à-dire qu'il a choisi quels seraient les candidats. Il faut savoir que c'était excessivement difficile d'avoir les 500 signatures. Nicolas Dupont-Aignan les a eues, mais il faut savoir que la fameuse banque des parrainages n'était pas destinée à Nicolas Dupont-Aignan. C'est-à-dire que Emmanuel Macron avait choisi 3 candidats qu'il considérait comme pouvant bénéficier de ces parrainages et être candidat. Donc, quand vous avez déjà un choix... c'est exactement ça, parce que Bayrou a choisi uniquement que ce soit pour Zemmour, pour François Bayrou, excusez-moi, mais François Bayrou a dit qu'il n'était pas normal que des candidats qui faisaient plus de 10% dans les sondages ne puissent pas in fine être candidats. Et donc effectivement, lorsqu'il a pris, mais attendez, c'est lui qui a pris l'initiative effectivement de créer cette banque des parrainages pour permettre à ceux qui faisaient plus de 10% dans les sondages, donc qui représentaient quelque chose d'important dans notre société, puissent effectivement rentrer dans le débat présidentiel. Ça s'appelle la démocratie. Et Emmanuel Macron, se mettre des illusions, continue, je dirais, dans la même logique, puisqu'effectivement il empêche des débats, puisque lui-même a dit qu'il ne débattrait pas, et effectivement Marine Le Pen de même. Ce n'est pas à lui de choisir qui doit débattre. Enfin, mais vous pouvez débattre, si vous voulez, sur quelqu'un qui décide finalement, mais organiser ces débats. Il faut que l'on puisse débattre. Vous dites qu'il n'organise pas la vie de la démocratie. Il bloque le système. Oui, il bloque le système. Soyons pas naïfs, je dirais. C'est quelqu'un suffisamment retors, il sait très bien comment ça fonctionne, et bravo pour effectivement sa stratégie. Mais Nicolas Dupont-Aignan a choisi comme slogan choisir la liberté. C'est parce que justement nous considérons que la liberté. Mais monsieur le vice-président, vous qui êtes gaulliste, comme je suppose Nicolas Dupont-Aignan, il ne vous a pas échappé que même le général de Gaulle n'avait jamais fait de débat avant le premier tour.
Alors, si vous voulez... Ça s'est toujours j'ai passé cru comme ça. comprendre Il n'y a aucun président de la République qui a fait un débat vous avez de raison. premier tour. Alors, raison, je mais vais je pensais donner un argument, mais aux États-Unis, Mais voilà, ils c'est ce que j'allais débattent, dire. il y a eu des débats Trump-Biden. Même vous avez pris l'exemple comme quoi on n'était pas aux États-Unis, qu'aux États-Unis il y avait 2 candidats. Effectivement, 2 candidats c'est différent que 12 Oui, candidats. mais j'ai cru comprendre que Emmanuel Macron était justement du nouveau monde. On avait n'est plus à quitté, l'époque du général de Gaulle, hein. effectivement l'ancien monde. Faut savoir. Lui, Non, mais alors, donc, vous souhaitez soutenir le nouveau monde, mais sur ce vous sujet-là, souhaitez soutenir le nouveau monde ou l'ancien monde du coup? Bah écoutez, parce qu'on ne sait plus avec Dupont-Aignan. J'écoute effectivement Emmanuel Macron qui a dit avec moi ça sera différent, mais en fait finalement il a repris le pire de ce qu'il y avait avant. Évidemment que le monde doit évoluer. Donc le pire du général de Gaulle. Mais non, mais attendez, vous êtes 50 ans, il y a 50 ans. Ah bah je sais pas, c'est vous qui vous réclamez toujours du général de Gaulle. Donc moi je ne fais que reprendre vos arguments. Il avait une idée de la France, une certaine idée de la France qui a bien été abandonnée. Et de la fonction présidentielle, effectivement. Tout à fait. Et la fonction présidentielle ne doit pas être attaquée dans un débat avec 11 autres candidats. Pardonnez-moi, mais je pense que 11 candidats face à un candidat, ce n'est pas équitable. Et donc c'est normal que le débat se fasse d'abord sur les projets au premier tour et ensuite entre les 2 candidats qualifiés pour le second tour, l'un contre l'autre au second tour. Et ça, le président de la République a toujours dit. Il envoie M. Castex, Premier ministre, pour débattre à ce moment-là. Il a suffisamment de ministres qui peuvent débattre avec les autres candidats. Mais proposer à M. Castex de le faire. C'est le cas d'un certain nombre de débats thématiques, bien sûr que si. Mais non. Xavier Iacovelli, sénateur LREM et délégué général de Territoire de Progrès, et Gerbert Rambaud, vice-président de Debout la France. Restez bien avec nous. Et dans un instant, on change de sujet, quoique, on va parler de la sécurité. Est-ce que c'est pas la grande absente de cette campagne présidentielle? C'est quand même un sujet qui nous concerne tous, qui nous touche tous. On a tous un avis sur cette question et on n'en parle quasiment pas. Alors le sénateur LREM fait des yeux ronds et est étonné. On va en débattre dans un instant et on appellera également, on sera avec Dylan qui est étudiant dans le Tarn-et-Garonne et qui nous a appelé. Allez, à tout de suite. Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.